nous vous proposons de vous présenter un nouvel outil mathématique dont le nom est variété statistique. Le but de cet outil est de pouvoir étudier des systèmes aléatoires complexes, faisant notamment intervenir la dimension infinie, de faire du calcul des variations dans de tels systèmes. Alors, quand on fait du calcul de variation, on doit par exemple pouvoir différencier ce qui se passe quand on fait légèrement varier d'un état à un état très proche. Donc on a un calcul différentiel. D'autre part, on peut être également amené à minimiser des intégrales. Par exemple, quand on intègre un Lagrangien ou quand on veut intégrer une quantité d'énergie. Donc, on a calcul intégral. Mais avoir un calcul différentiel et un calcul intégral en soi ne suffit pas. On a besoin d'une compatibilité. Or, c'est cette compatibilité qui, en général, est le plus problématique. Compatibilité avec quoi? Entre le calcul différentiel et le calcul intégral. Du genre, tu as un espace de fonctions qui sont intégrables, tel que si tu différencies, ça reste intégrable. C'est ça que ça veut dire. Alors, regardons ce qui se passe dans le cas de cette compatibilité en dimension finie. Dimension finie. On prend R puissance petit n, dans lequel n est en entier naturel, et R, c'est le corps des réels. Alors, pour les gens qui ne sont pas familiers avec ça, R puissance petit n, c'est tout simplement un espace euclidien à n dimensions. Alors, sur cet espace Rn, on peut définir les fonctions C infini à support compact. Voilà. Et on a également une mesure qui est invariante par translation, à constante près, mu, qui est la mesure de Lebesgue. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? On a donc la mesure de Lebesgue. On peut définir également l'application de Rn dans Rn C infini, qu'on appelle champ de vecteur. C'est-à-dire que ça veut dire qu'en chaque point de l'espace, on va définir un vecteur. Alors maintenant, soit f, c'est infini support compact, soit U, un champ de vecteur. On va définir la dérivée U.f en x. Ça va tout simplement être la limite quand t tend vers 0 de f de x plus ph sur t. Ce qu'on appelle dérivée de C'est quoi H? excuse-moi, c'est un lapsus. En fait, je voulais dire U.
Voilà. D'accord. Merci. Voilà. Et dans ce cas-là, U.F est aussi C infini un support compact. Alors, on a un phénomène qui est assez intéressant. Il existe, alors, quel que soit U champ vecteur, il existe une fonction psi, indice U, qui dépend de U, telle que quel que soit f appartenant à C infini à support compact, défini sur R puissance petite n, intégrale de U.f pour la mesure de Lebesgue est égale à moins intégrale de psi U x f de x début. Psi de U est appelée la divergence de U. Notre débit de U. Donc, ceci est permis par le fait qu'on a une mesure de Lebesgue qui est invariante par translation. Ce qui se passe par exemple si U est constant. Alors qu'est-ce que ça veut dire que U est constant? Ça veut dire qu'en chaque point, on a le même vecteur. Même vecteur en chaque point. Alors, div de U est égal à 0. Jusqu'ici, ce sont des résultats de calcul différentiel qui sont déjà connus. On voit donc que l'invariance par translation de la mesure de Lebesgue permet une compatibilité entre le calcul différentiel et le calcul intégral. En fait, cette formule généralise l'intégration par partie. Alors, je ne sais pas si les gens connaissent l'intégration par partie. Il s'avère qu'en dimension 1, Carlos, donc il s'avère qu'en dimension 1, où n égale 1, cette formule est exactement la formule de l'intégration par partie. Et donc, qu'est-ce que nous permet de faire l'intégration par partie? L'intégration par partie peut permettre de définir des formes différentielles, de faire des différentiels de formes différentielles, permet de définir, par exemple, une théorie des distributions. Une distribution étant une forme linéaire définie sur l'espace des fonctions C infinies à support compact. Donc on voit que le seul fait de l'existence d'une mesure invariante par translation nous permet de faire pas mal de choses. Tant qu'on est en dimension finie, bien entendu. En dimension infinie, tout se complique. Prenons un espace vectoriel de dimension infinie. On aboutit au problème suivant, alors qui peut être soit espace de Banach, alors s'il est normé, soit plus généralement espace vectoriel topologique. Alors un espace vectoriel topologique est tout simplement un espace vectoriel dans lequel toutes les opérations internes et externes sont continues. Si on prend le corps R est muni de la topologie usuelle, donc c'est comme ça qu'on va définir la continuité. Problème. Il n'existe pas de mesure invariante par translation
tel que il existe delta, tel que toute boule ouverte Il existe delta quoi? delta positif, tel que pour toute boule ouverte B0 epsilon, la mesure soit plus petite que l'infini et plus grande que 0. Pour le cas d'un espace vectoriel topologique, en gros, il n'existe pas de base d'ouvert de mesure finie. Ben, on ne peut pas avoir de mesure invariante par translation. Donc, en dimension infinie, avoir cette compatibilité est plus problématique. On peut très bien faire de la géométrie dimension infinie avec des espaces de Banach où on a un calcul différentiel. On peut très bien avoir des espaces de dimension infinie en faisant le produit infini où on a du calcul intégral, mais l'obtention d'une compatibilité entre les deux est plus compliquée. Alors, l'une des solutions qui a été proposée est ce qu'on appelle le calcul de Mayama. Ça s'est fait environ dans les années 70. Alors, avant, étant donné que l'invariance par translation ne marche pas, la question par quoi la remplacer. Donc on va proposer une notion de quasi-invariance. Donc on va parler de quasi-invariance. Donc si on a E, espace vectoriel de dimension infinie, on va dire que mu est quasi-invariant. Si il existe H inclus dans E, H dense dans E, tel que si on prend F continu par exemple borné, il existe H appartenant à grand H, il existe une fonction phi h intégrable telle que intégrale de f de x plus h d mu égale intégrale de f de x phi de h. C'est des vues de x. Phi indice h de x exactement d mu de x. Et c'est l'intégrale sur quoi? L'intégrale sur en fait l'espace E. Alors, il s'avère que dans le cas de la mesure de Lebesgue, dans le cas de la mesure de Lebesgue, phi de h égale constante égale 1. Donc l'idée c'est qu'avec des mesures quasi invariantes à la place de mesures invariantes, nous pouvons obtenir la compatibilité entre le calcul différentiel et le calcul intégral. Alors maintenant la question qui va se poser, une fois qu'on a cette compatibilité, c'est bien joli, mais a-t-on des espaces de dimension finie bien concrets et des mesures bien concrètes qui vont illustrer ceci? De dimension finie. Infinie, puisqu'en dimension finie, c'est facile, on l'a déjà vu. La dimension, le but de tout le travail qu'on a fait, c'est de pouvoir faire une dimension infinie à peu près tout ce qu'on fait en dimension finie. Donc, dans le cas de la dimension finie,
notre théorie retombe sur la théorie des variétés classiques, donc n'apporte pas grand-chose sur la dimension finie. Alors, on va prendre comme espace R puissance grand N muni de la topologie produit. C'est un espace vectoriel topologique produit. Alors, c'est un espace vectoriel topologique, mais non normé. Alors, j'aurais pu prendre un sous-espace de R puissance grand N muni d'une norme et travailler dessus, mais ça aurait été techniquement beaucoup plus compliqué et ça n'aurait pas apporté grand-chose de plus au niveau conceptuel. Bon. Alors, on va prendre une mesure qui va être également une mesure produit et qui va même être une mesure du probable. Sur R, on a la mesure qui est la mesure gaussienne. Donc, on obtient une probabilité sur R. À partir de là, on peut construire une probabilité sur R puissance grand N. Alors, c'est une conséquence qui peut être soit de théorème de Kolmogorov. Dans ce cas-là, on montre qu'il existe des produits finis. Ou alors, directement, quand c'est des produits indépendants, Ionescu-Kulser. Donc, nous obtenons une probabilité. Ça, c'est la mesure gaussienne. Donc, on a l'espace qu'on va appeler grand E. Alors, comme j'ai défini la question grand E, quelle est la question que tu auras envie de poser, Dimitri? C'est quoi le sous-espace H? Où est le grand H? Très bien. Où est le H? Bon, on va calculer le H explicitement. Donc, on a une probabilité qui est produite de pi égale 0 à plus l'infini. Bon, mettre ça sous forme de produit de notation, c'est peut-être pas tout à fait correct comme notation, mais l'idée c'est qu'on fait le produit des probabilités. Alors, que se passe-t-il si on la translate d'un vecteur HI? On va translater d'un vecteur HI, I appartient à N. Que va valoir alors le phi H? La phi H, s'il existe, si c'est bien une densité, ça va être E puissance moins xi HI. Voilà, donc phi H, ce serait le produit de ça. Alors, est-ce que ceci donne une densité de probabilité? On a bien un produit de densité, on a bien un produit. Est-ce que ça va nous permettre d'une densité? C'est-à-dire, est-ce que l'intégrale de phi de H des mu est égale à 1? Donc, tu fais le produit fini pour qu'il soit définissable. Eh bien justement, le but c'est de regarder dans quel cas le produit infini a un sens. Alors pour cela, ça revient à faire exponentielle 1, on va passer aux sommes finies. HI carré. Alors l'idée, ce sera de diviser, ce sera de regarder vers quoi ceci peut converger. Alors pour cela, on va diviser par H0 carré plus Hn carré. Divisons par. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Si on somme de i égale 0 à n, xi hi, sur la H0 carré, Hn carré, on remarque qu'on a une variable aléatoire gaussienne
gaussienne, normale centrée. Donc, et d'autre part, on a moins 1/2 de racine carrée VH0 carré plus HN carré. Donc, on va regarder les deux cas. Supposons que la somme des carrés des HI diverge. Ceux-ci gardent la même loi, l'autre tend vers l'infini, donc ce qui est un exposant tend vers moins l'infini, et la limite donne 0. Presque sûrement. Si la limite donne 0, ça ne marche pas. Parce qu'on remarque qu'en translatant, on aurait intégrale de f de x plus h qui vaudrait toujours 0, quel que soit f continu borné. Donc, il reste à chercher les cas où la somme des carrés converge. Mais si la somme des carrés converge, du point de vue des convergences de martingale, ceci va converger. Donc, en fait, le bon espace grand H est tout simplement le petit L2 de grand N, c'est-à-dire les H tels que somme des HI carrés, plus petit que l'infini. Alors cet espace a un nom particulier. H est appelé espace de Cameron-Martin. Je vais descendre encore un peu parce que c'est pas... Voilà. Donc H est appelé espace de Cameron-Martin. Alors que joue le fameux espace H par rapport à E? En fait, on a E qui est l'espace d'intégration et H qui est l'espace par rapport auquel on peut dériver et différencier. En fait, H est l'espace tangent de E. Alors, ceci peut sembler bizarre que l'espace tangent soit plus petit que l'espace dans lequel il est tangent. Alors ça vient du fait qu'on est en dimension infinie. En dimension finie, l'espace tangent à un espace vectoriel de topologique ou normé de dimension finie redonne le même espace. Comme on a la quasi-invariance au lieu de l'invariance, on est obligé de prendre un espace tangent qui est plus petit que le gros espace d'intégration. Donc ceci est la base de ce qu'on appelle le calcul de Magavin. Le calcul de Magavin est un calcul différentiel sur ce type d'espace. On a également une autre chose intéressante. Là, on a pris E, R puissance grand N, et on a également l'espace tangent H. Alors, on a maintenant un autre espace qui est l'espace des fonctions continues de C01 dans R puissance petit n, n entier. Donc ça, c'est l'espace des fonctions continues de l'intervalle 0,1 dans R puissance grand petit n. En fait, ça correspond à l'ensemble des chemins que l'on peut prendre dans un espace de dimension finie. Donc, espace de chemin. Alors, on va le munir d'une mesure. Donc, à la place des coordonnées où on regardait ce qui se passait, x0, x1, xn, on va avoir des processus qui évoluent en fonction du temps. Alors, la probabilité qu'on va mettre, c'est la mesure de binaire. Donc, xt, variable aléatoire gaussienne. Première chose, gaussienne centrée. Toute combinaison linéaire
dxt est gaussienne. Et enfin, la covariance entre xs et xt est égale à S info. Dans ce cas-là, on obtient des chemins qui sont presque sûrement continus. Tu peux nous rappeler ce que c'est que la mesure de Wiener? Alors, la mesure de Wiener, elle est donnée par ça. C'est xt variatoire gaussienne, toute combinaison linéaire de gaussienne, et la covariance est S info. Alors, c'est une limite de la mesure obtenue quand on fait des marches aléatoires indépendantes. Par exemple, quand on fait une marche aléatoire indépendante, on a chaque fois une certaine probabilité, par exemple, d'aller à gauche ou à droite. Et lorsqu'on fait des marches aléatoires de plus en plus rapprochées, ça va converger vers une probabilité sur l'espace des chemins. Sinon, ces conditions-là suffisent à caractériser effectivement la mesure de linéaire. Maintenant, on va montrer le lien entre la mesure sur R grand N et la mesure de linéaire. On a une application de R puissance grand N dans C R puissance petit n, qui est la suivante. Soit QI une base orthonormale de L2 de 0,1. C'est-à-dire les fonctions L2 de 0,1 dans R. Évidemment, pour les fonctions de évidemment 0,1 est muni de la mesure uniforme. L'intervalle 0,1 est muni de la mesure uniforme. Et donc à xi, I appartient à n, on associe somme qu'on va appeler UI, xi, l'application qui a t associé, intégrale de 0 à t de UI à STS. Alors, en fait, on a choisi une base. Le résultat, en loi, bien entendu, ne dépend pas de la base orthonormale choisie. Donc, ceci va donner une bijection presque partout, qui va partir de la proba produite vers la mesure de linéaire. La conservation de mesure. Et plus intéressant, ça va envoyer le L2 de grand N, va s'envoyer de façon tangentielle en l'espace qui va être l'ensemble des fonctions telles que H0 égale 0, de 0,1 dans N, et tel que H' de t au carré, l'intégrale de 0 à 1 dt est plus petite que l'infini. Est plus petit que l'infini, c'est-à-dire que l'intégrale du carré de la dérivée converge. C'est ça le nouvel espace. Ce que j'appelle H' carré de t, c'est en fait somme de 1 à n de H de I égale 1 à n de H' carré. Voilà. C'est ça. Et donc ça va être l'espace tangent associé à C01 de R puissance petit n. On a donc une correspondance isomorphique. Qu'est-ce qu'on remarque d'intéressant? Étant donné que l'espace R puissance grand N est de dimension infinie, on obtient le même résultat quel que soit n et m. Ce qui signifie que quelque part, C01 de R puissance petit n et C01 de R puissance petit m sont isomorphes. Alors qu'est-ce que ça veut dire philosophiquement? Philosophiquement, ça veut dire, admettons qu'on a un espace de dimension 2 et un espace de dimension 3. Il est clair qu'on a moins de degrés de liberté en dimension 2 qu'en dimension 3. Mais si on considère tous les chemins possibles en dimension 2 et tous les chemins possibles en dimension 3, comme à chaque instant on a un choix, on a un degré de liberté infini, et donc dès qu'on passe dans l'espace des chemins,
qu'on étudie l'espace des chemins en dimension 2 ou en dimension 3, on a exactement le même degré de liberté, qui est infini. C'est le même phénomène que quand, par exemple, grand N est en bijection avec l'éclair. C'est l'holographie. C'est de l'holographie, ça. Ah. Un copain, nous discuterons effectivement de l'holographie un peu plus tard, dans la phase débat. On peut avoir une fonction f qui est définie sur, admettons, un espace R puissance grand N. Alors que je prenne R puissance grand N ou l'espace des chemins, ils sont isomorphes, donc je les identifie. F a valeur dans R, par exemple. Dans ce cas-là, je peux définir par rapport à H une dérivée de gâteau. Donc je fais H.f en x égale limite quand t tend vers 0 sur t. Alors je peux aussi, au lieu que f soit valeur dans R, le faire f à valeur dans un espace de hyper. Ça n'appelle pas le hyper avec le même nom que H. Alors je m'avais peut-être H prime. H gothique, quoi. D'accord, H gothique. Voilà. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, tu as raison de ne pas le faire, puisque dans les calculs suivants, le H et le H vont intervenir. Alors, on peut donc définir la différenciation de certaines fonctions. Alors, déjà, comme E est probabilisé, on a LQ qui est inclus dans LP pour P plus petit que Q. Ça vient du fait qu'on est dans un espace probabilisé et ça vient d'une égalité de Hilbert. Bon. À cause je veux dire que si P est plus petit que Q, LQ va être inclus dans LP. C'est vrai pour un espace probabilisé, comme pour tout espace où la mesure totale est finie. Oui. C'est faux dans les espaces où la mesure totale est infinie. Ah, c'est ce que je voulais dire. Alors, tu veux savoir comment on démontre? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas quand on a LP et LQ? Alors, donc on peut définir l'intersection des LP comme étant égale à L infini moins 0. C'est pas tout à fait L infini parce que les fonctions ne sont pas forcément bornées. Mais on sait par contre que toutes les puissances sont intégrables. Alors maintenant, on peut définir des fonctions qu'on va appeler dp1. Alors qu'est-ce que c'est des fonctions dp1? Ça veut dire que f est LP et que si on prend UI base orthonormée de H, Le même H que tout à l'heure. alors, cette fois, c'est le même H que tout à l'heure, exactement, c'est le H de dérivation. Et f est en valeur dans H. Dans ce cas-là, on va prendre df égale somme des ui.f tenseur UI, où ceci va appartenir à H ronde et l'autre va appartenir à petit h. Donc ça veut dire que si f est en valeur dans H ronde, df va être en valeur dans H ronde tenseur de H. Et il s'avère que le résultat ne dépend pas de la masse choisie.
en fait, on remarque que le df est un gradient généralisé. Voilà, et donc on dira que f appartient à dp1 si et seulement si f appartient à LP et df appartient à LP. Appartient à LP. à tout le LP de quoi? Le même P. C'est le même. Le- Alors, d'accord, LP de E dans H rond, LP des fonctions de E dans H rond, et là ce sera LP des fonctions de E dans H rond, tenseur H. D'accord. Voilà, c'est-à-dire c'est des LP, mais à valeur dans des espaces différents. Évidemment, dès qu'on a une norme hilbertienne sur H rond et H, on aura automatiquement, canoniquement, une norme hilbertienne sur le produit tensoriel. De la même manière, on va pouvoir définir dpr, c'est f appartient à LP, et jusqu'à d de f appartient à LP, d de b de f appartient à LP, jusqu'à d puissance r de f appartient à LP. D. Je définis dpr, où r est entier. Attends. Alors oui. C'est quoi P, c'est quoi R? Alors R c'est le nombre de fois qu'on dérive. Et le P en haut, c'est Le P c'est ce qui correspond à LP. D'accord. On généralise en fait les espaces de Sobolev. P correspond à l'espace d'intégration, c'est-à-dire la puissance Pème est intégrable. Et dpr représente le nombre de fois qu'on dérive. Alors évidemment, f est dans LP à valeur de H ronde, df est à valeur de H ronde tenseur H, d de d de f est dans H ronde tenseur H retenseur H, et ainsi de suite. Donc on a du produit tensoriel libéré. Et l'intersection pour P des dpr se nomme d infini r. Et l'intersection des d infini r pour R entier se nomme d infini. Alors jusqu'ici, on a défini les dpr que pour R entier naturel. En réalité, par dualité, on peut les définir pour R négatif. De la façon suivante, dpr dual est égal à dp' R' avec R plus R' égale 0 et 1 sur P plus 1 sur P' égale 1. Ce qui permet donc de définir une théorie des distributions. Et d'autre part, on peut également le généraliser pour R qui est fractionnaire ou n'importe quel réel par interpolation. Donc, interpolation pour dualité. Permet pour petit r appartient à R et P comprend 1 plus l'infini. Évidemment, dp0 égale, alors Dimitri, c'est quoi dp0? Bah, c'est tout simplement LP. Comment tu passes des entiers à des fractionnaires? Alors, pour passer des entiers à des rationnels, on utilise ce qu'on appelle l'interpolation. Alors, en fait, on va passer plus loin. Je vais définir donc, justement, on y arrive. Donc, on a défini un gradient. Une fois qu'on a, par exemple, f
On a f dans df. Alors, on remarque que df va aller de d infini dans d infini, par exemple. Puisque c'est des fonctions d'importance indéfinie dérivable. Il existe un adjoint qu'on va appeler moins de divergence. Donc le gradient admet un adjoint. Tu as dit que le gradient, c'est pas dans le même espace qu'on arrive. On arrive avec quelque Exactement, mais donc il existe un adjoint. Donc si on va de d infini de l'espace oméga vers un h ronde et qu'on va dans ce h, on passe au dual qui va être en fait le d moins l'infini vers moins l'infini oméga h ronde. Donc effectivement, on va avoir un adjoint au moins au sens des distributions. Il s'avère que miraculeusement, cet adjoint passe bien quand on remplace le d moins infini par d infini. Donc on a bien une divergence qui est bien infinie. C'est-à-dire que là on avait les espaces. Là on a l'espace dual d moins infini. Des distributions. Mais en fait on a une restriction de l'opérateur qui est l'adjoint dans les trucs d infini. Et ça passe aussi. Et donc ça passe. Ce qui, c'est en fait le fait que la divergence d'un champ de vecteur C infini est encore C infini. Alors, ça passe aussi en dimension infinie. De ce fait-là, on peut composer moins div et grade et obtenir un opérateur qu'on appelle l'opérateur de Horstein-Uhlenbeck. Alors, qu'est-ce que l'opérateur de Horstein-Uhlenbeck? Ben, c'est tout simplement un Laplace Beltrami généralisé. Et là, on aboutit à quelque chose qui est intéressant. Si on a quelque chose de dpr, par le L, ça va s'envoyer dans dp R-2. Et identité plus L réalise entre dpr et dpr-2 une bijection bicontinue. Voilà. Donc, maintenant on revient à la question de Christian. Attends. Oui. Tu dis id. Identité plus L. Ça réalise une bijection. Et pour que ceci marche, il faut que le dpr soit inclus dans le dpr-L, moins 2. Le dpr est toujours inclus dans le dpr-2 de la même façon que l'espace des fonctions deux fois dérivables est inclus dans l'espace des fonctions une fois dérivables. Ça se passe comme pour les espaces de Sobolev. Donc si tu regardes les dpr, tu poses des questions, pense aux espaces de Sobolev. Et donc, on revient à la question de Christian Beltry. Comment définit-on les dpr fractionnaires? Eh bien, on va avoir de dpr dans dp R-U. On va faire identité plus L à la puissance U sur 2. Et effectivement, quand il s'agit d'opérateurs auto-adjoints dans des espaces de Hilbert, on peut définir des fonctions sur ces opérateurs et c'est ce qui va permettre l'interpolation. Donc, en fait, on peut définir des espaces de Sobolev fractionnaires de la même façon qu'on peut définir des dérivés d'ordre fractionnaire. Ce qui différenciera par contre les dérivés d'ordre fractionnaire par rapport aux dérivés usuels, c'est qu'alors que la dérivée usuelle est locale, on a forcément quelque chose de non local dans le choix d'une dérivée fractionnaire. Parce que le choix de la dérivée fractionnaire n'est pas unique. Mais il s'avère que c'est unique à Lucien infini près et que donc ça se passe bien au niveau des espaces. Alors, il s'avère que les D infini R
et d infini sont des algèbres. V. C'est-à-dire ça par multiplication, alors que les DPR non. Ben, c'est la même chose que les LP ne sont pas des algèbres, mais L infini est une algèbre. Et également l'intersection de tous les LP est encore une algèbre. Via l'inégalité de Hilbert. Alors maintenant, on va s'intéresser à la divergence d'un champ de vecteurs. Alors, quand on a C de C01 à valeur dans Rn, on a vu que c'était une combinaison linéaire, en fait, de h tel que h prime carré, l'intégrale converge. Donc en fait, si on a un champ de vecteurs, ça correspond à un processus h oméga dépend de l'espace probabilisé ht. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, si on a ça comme champ de vecteurs, alors, dans le cas où h est adapté, c'est-à-dire que h oméga t ne dépend que des bs, que des variables aléatoires bs, mouvement brownien, pour s inférieur ou égal à t. En gros, un processus adapté, c'est ce qui va dépendre de l'attribut du passé. Voilà. H oméga t est adapté, ça veut dire ça. Je comprends pas très bien. Alors, en fait, H oméga t va être un processus. Donc pour tout t, H oméga avec t fixé est une variable aléatoire. Et cette variable aléatoire ne va dépendre que des bs pour s inférieur ou égal à t. Ça veut dire que ce sera une limite de polynôme dans les bs. Pour s inférieur ou égal à t. C'est ça que ça veut dire adapté. Alors, dans le cas où h est adapté, divergence de h, du champ de vecteur correspondant à h, est égal à l'intégrale de 0 à 1 de h oméga t d h oméga s dbs, qui est une intégrale stochastique. Dans l'intégrale stochastique, ça généralise l'intégrale de Stieltjes. Ça veut dire qu'on va intégrer, selon la variation du mouvement brownien, malgré le fait que le mouvement brownien n'est presque sûrement jamais à variation bornée. C'est-à-dire que le mouvement brownien, sa variation n'est jamais bornée. Quelle est la différence avec l'intégrale de Ito? Oui? C'est la même chose? C'est ça l'intégrale de Ito, exactement. Donc ça, c'est l'intégrale de Ito. En fait, l'intégrale stochastique, c'est un peu plus général. L'intégrale de Ito, c'est le cas particulier quand c'est le mouvement brownien. Voilà. L'intégrale stochastique, c'est général quand on remplace le mouvement brownien par des martingales quelconques. Hein? Martingale, voire même semi-martingale. D'accord? Et si H est non adapté, on appelle div de H est appelé intégrale de Skórod. De Skórod. Donc ce n'est pas vraiment une intégrale, mais comme dans le cas particulier des processus adaptés, ça correspond à l'intégrale d'Ito, on appelle ça une intégrale, qui est l'intégrale de Skórod. Donc là, ce que je viens de faire, je vous ai tout simplement présenté le calcul de Maillard. Donc ça, jusqu'ici, c'est des résultats qui sont déjà connus. Alors là, maintenant, on arrive à quelque chose d'autre. On va se poser la question suivante. On a donc le calcul de Maillard qui semble être le calcul différentiel adapté pour la dimension finie.
avec compatibilité entre l'aspect différentiel et l'aspect intégral. Peut-on faire pour le calcul de Maillard-20 l'équivalent de ce que la théorie des variétés différenciables ou la géométrie riemannienne a joué pour le calcul différentiel classique? Et c'est là que les choses se compliquent. Ah oui. Sinon, on n'aurait pas eu besoin de faire tout ce travail. Voilà. Bon. Alors, une tentative a été faite par, dans les années 70 par Gunnar Peters, puis ensuite par Piège. Il y a une famille de variétés qu'on appelle les variétés de Riemann. Alors, Riemann, en fait, Riemann vit comme binaire et Riemann comme Riemann. Voilà, vit comme binaire ou comme Riemann. Alors, on a donc des variétés où on a une variété B où on prend, qui est un espace topologique, dans lequel les cartes, au lieu d'être à valeur d'un n, seront à valeur dans des espaces de Banach. Alors c'est assez contraignant parce qu'on veut que les changements de cartes, si on va d'un espace E vers un espace E' quand on a une carte, d'un Banach E vers Banach E', il faut que le H s'envoie dans le H'. Et en plus, on a des contraintes du genre quasiment que l'application différentielle, c'est-à-dire l'application tangente, c'est en gros identité plus opérateur compact. Donc, on arrive à construire quelque chose. Alors, une fois qu'on a vu ça, la question est quels sont les cas qui peuvent entrer dans le domaine Riemann. Alors, on a vu que calcul de Maillard-20, chemin à valeur dans R puissance petit r. Donc, si on veut une bonne notion qui généralise les variétés, qu'est-ce qu'on aurait envie? Alors, avec le calcul différentiel, on a des chemins à valeur de R puissance petit r. Qu'est-ce qu'on aurait envie? Qu'une variété de dimension infinie puisse en rendre compte. Ben, on aurait envie chemin à valeur dans une variété compacte. Alors, on a un chemin à valeur dans une variété riemannienne compacte. Riemannienne, on en a besoin pour définir un mouvement brownien. Parce qu'un mouvement brownien est toujours en fait, du fait des variations quadratiques, associé à une forme quadratique définie positive. Pourquoi a-t-on besoin qu'elle soit compacte? En fait, donc, compacte est une hypothèse relativement forte. Mais on a besoin que le chemin brownien ne s'échappe pas de la variété. Sinon, on aurait été obligé, à la place de compact, de mettre des hypothèses comme brownien complet. C'est-à-dire des hypothèses qui seraient plus fortes que simplement variété complète. Puisqu'il existe des variétés de dimension finie riemanniennes qui sont complètes du niveau géodésique, mais qui ne sont pas complètes du niveau brownien. En gros, c'est pour éviter que le point qui se balade aléatoirement ne tombe dans un trou noir. Bon. C'est imagé, mais c'est ça. Donc, on va essayer de définir la notion de brownien sur une variété riemannienne compacte.
Alors jusqu'ici, la définition du brownien sur les matières riemanniennes compactes est un résultat déjà connu. Première chose, pour une variété, je vais définir qu'est-ce que c'est qu'une connexion. Alors une connexion est une transformation sur une variété V de dimension finie. Alors, le fait que cette soit de dimension finie n'est pas indispensable en soi, mais je précise dimension finie pour bien distinguer entre la variété initiale et l'espace des chemins sur cette variété. Alors, si on a un point A, un point B et un chemin, ben, ça donne un isomorphisme entre l'espace tangent en A et l'espace tangent en B. Et en plus, c'est compatible avec la composition de chemin. C'est, d'un point de vue catégoricien, on dira que c'est un foncteur de la catégorie constituée par les points, dont les objets sont les points et les flèches des chemins, à valeur dans des espaces vectoriels. Et on dira qu'une connexion compatible avec la métrique, si, eh bien, tout simplement, on a conservation de la norme. Conservation, les isos conservent la norme euclidienne. La norme euclidienne. C'est-à-dire, dès qu'on a un chemin qui va de A dans B, on a une bijection entre l'espace tangent A et l'espace tangent en B. Et si on a une métrique sur la variété, dire que la connexion est compatible avec la métrique revient à dire que cette bijection est isométrique. On impose le caractère isométrique si on veut que la connexion soit compatible avec la métrique. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a une sorte de transport parallèle. Un vecteur se trouvant en TA, on transporte via le chemin un vecteur de l'espace tangent B. C'est en fait l'idée du transport parallèle. À partir de l'idée du transport parallèle, on peut définir maintenant ce qu'on appelle sur une variété compacte, une variété, l'opérateur de la place Beltrami. Alors, l'opérateur de la place Beltrami, une fois qu'on a une connexion, on peut définir une différentielle seconde sur la variété. Là, parce on va définir une différentielle seconde. Et donc, la trace de la différentielle seconde dans la base orthonormale, la trace donne delta F. Alors, on dira que un processus à valeur dans la variété est un mouvement brownien sur la variété lorsque la probabilité d'être à Y en T, sachant qu'on est à X en S, va avoir une densité de probabilité phi sur la mesure invariante créée par la connexion sur la variété, va avoir une densité phi avec delta phi égale d phi sur dt. Ce qui donne l'équation de la chaleur. Alors, il s'avère que dans le cas de la métrique usuelle de la dérivation standard et de R puissance petit n, on retombe exactement sur le mouvement brownien à valeur de R puissance petit n. Donc, on peut définir un mouvement brownien sur une variété riemannienne. Alors maintenant, une fois qu'on a défini le mouvement brownien,
on a une structure qui ressemble à un espace de chemin. L'idée, pour généraliser, c'est de prendre un Cameron-Martin naturel. On va essayer de construire un équivalent de Cameron-Martin sur l'espace des chemins sur la variété. Ça va être tout simplement, quand on a un espace en zéro, on a un chemin, on a un transport de UI de t, et donc on aura une fonction h de t sur le chemin égale somme des hi de t, ui de t, où les ui, c'est des vecteurs transportés parallèlement, avec évidemment les h' carré de t, intégrale de 0 à 1, vont être plus petits que l'infini. Donc là, on définit ce qu'on appelle un Cameron-Martin naturel. Maintenant, comment va-t-on pouvoir essayer d'envoyer ça dans des chemins sur R puissance petit m? Eh bien, on va procéder en fait de la façon suivante. Un chemin phi de t, si on a un chemin phi qui va de 0 à 1 dans la variété v, on prend phi' de t uit, phi' de s uis, intégrale de 0 à t, i appartient à 1n. Alors, si le chemin est différenciable, dans le cas d'un chemin différenciable, on peut envoyer les chemins différenciables partant d'un point de la variété vers des chemins différenciables partant de 0 et à valeur dans R puissance petit n. Donc on a donc une sorte de bijection entre les chemins différenciables sur la variété partant d'un point P et les chemins différenciables partant de 0 à valeur de R puissance petit n. Il s'avère que cette bijection s'étend naturellement de façon presque sûre dans le cas du mouvement brownien. Et donc cette transformation-là est ce qu'on va appeler la carte d'Ito. La carte d'Ito qui va de C, des chemins à valeur dans la variété, vers les chemins à valeur dans R puissance petit n, n étant la dimension de V. Donc, qu'est-ce qu'on aurait envie que soit l'image du Cameron-Martin naturel construit? Qu'est-ce qu'on aurait envie que ce soit? On avait le Cameron-Martin construit sur les chemins à valeur dans la variété. On envoie ça dans les chemins de Rn. Qu'est-ce qu'on aura envie que soit l'image? On aurait envie qu'il y ait l'application lumière tangente qui envoie le Cameron-Martin de la variété vers le Cameron-Martin C01 de R puissance petit n. Vous voyez pourquoi? On a envie que quelque part, quand on envoie par les cartes, qu'on envoie l'espace tangent de la structure vers l'espace tangent déjà existant. Eh bien, il s'avère que malheureusement, cela ne marche pas. Si cela avait marché, tout le travail qu'on a fait aurait été inutile. Alors, le fait que ça ne marche pas est le contenu d'un article de Paul Maillavin et de Anna Bella Coserio dans les années à peu près 1990. Ce qui indique donc que les variétés de Riemann, telles qu'elles sont conçues, ne permettent pas de rendre compte simplement du chemin sur une variété. Et que donc, il est nécessaire de faire autre chose.
Maillavin et Annabella Cluserio proposent une solution, solution proposée, élargir l'espace tangent. On va ajouter à l'espace tangent ce qu'on appelle des processus tangents, c'est-à-dire des processus à valeur dans les matrices antisymétriques de taille n. Alors, cette construction a campus comme. Alors, cette construction marche. Cependant, elle réintroduit le fait que les champs de vecteurs ne peuvent plus être qu'adaptés. Parce qu'on a une transformation qui fait intervenir le temps et qui fait intervenir la dimension de la variété de base. Donc, il y a une perte en souplesse. Donc, on obtient une solution qui marche pile pour le cas des variétés, des chemins sur variété, mais qui perd complètement cette réalité. Moi et Alain, on a vainement essayé de trouver à partir de la carte d'Ito, de lui faire effectuer une transformation qui ramènerait le Cameron-Martin initial vers le Cameron-Martin de C01 de Rn. Malheureusement, notre tentative n'a pas réussi. Et dans ce cas-là, on a beaucoup pathogé. Et c'est là que l'idée est venue, qui est issue d'une phrase d'Alexandre Botenik. Lorsque vous voulez construire un espace géométrique, ne vous posez pas la question quel espace géométrique construire, mais quel est le bon anneau de fonction que vous voulez sur cet espace géométrique. Alors, pour cela, nous avons deux candidats. Les D infiniaires. D infinies. Alors, prenons le cas de D infiniaires. Supposons qu'on ait une transformation bijective W dans W, phi, tel que si f appartient à D infini de W, f dont phi appartient à D infini. Je vois. R. W. De quoi? Quoi? Alors c'est D infini de W à valeur dans R. Le premier c'était infini de R de W, le deuxième c'était Infini R. Le même R. Oui, mais de quoi? De W, alors f va de W à valeur dans R. D'accord. Bon, donc on se pose la question, est-ce que ça marche? Eh bien, il y a un problème. Moi et Alain avons montré qu'une telle transformation a toujours une application linéaire tangente. Et donc, ce n'est pas le bon espace. Ce n'est pas le bon espace. Donc, il ne restait plus. Attends, je ne comprends pas. Pourquoi le fait qu'il y ait une application linéaire tangente? Eh bien, tout simplement parce que si on fait un changement de carte après la carte d'Ito, Oui. où il y a une application linéaire tangente de la carte d'Ito vers une autre carte, dans ce cas-là, la nouvelle carte aura le même défaut que la carte d'Ito originelle. Vu que le Cameron-Martin naturel, de toute façon, ne s'envoyait pas dans le Cameron-Martin C01 de Rennes. C'est ça le problème. Trop restrictif. Et, étant donné qu'on n'a pas d'application linéaire tangente naturelle, si on a des contraintes qui imposent l'application linéaire tangente, on reste toujours dans le même problème. Donc, on va essayer D infini. Alors, dans le cas de D infini, on a déjà quelque chose d'intéressant.
Prenons exemple. On a les variables xi, i appartient à n. Puis les variables yi, i appartient à n. Et une variable z, qui sont des variables aléatoires gaussiennes. Et après, à xi, on va envoyer cosinus z et à y, sinus z de xc, on fait cette transformation-là. Alors cette transformation est évidemment inversible. On refait l'opération en sens inverse. Elle va bien de d infini dans d infini, mais elle n'a pas d'application linéaire tangente. Le Cameron-Martin de l'un ne s'envoie pas dans le Cameron-Martin de l'autre. Alors, que faire pour remplacer les vecteurs tangents? En fait, on va considérer des applications de d infini dans d infini qu'on appelle des dérivations du genre delta de fg, delta f fois g, plus f fois delta g. Alors, il s'avère qu'en dimension finie, on a coïncidence avec les dérivations et les champs de vecteurs, alors qu'on ne l'a pas en dimension infinie. Donc, on a un invariant qui est les dérivations, si on passe de l'infini à d infini, alors que les champs de vecteurs ne sont pas un invariant. Et comme les champs de vecteurs forment dérivation d infini module, qu'on va appeler d'air, et admet un d infini dual. Alors attention, ce n'est pas un dual puisque c'est en tant que module, qu'on va appeler d'ERSA. Alors un d infini dual, c'est l'ensemble des applications d infini linéaire continu de l'espace à valeur dans l'anneau d infini. Ce n'est pas un R dual. Ce qu'on appelle le dual, c'est le R dual. Et alors là, c'est là qu'un miracle se produit. Supposons qu'on ait deux connexions compatibles avec la métrique. Alors on garde la même métrique. Et deux cartes du taux. Eh bien, le changement de carte formé est application des infini. En application des infini. Pourquoi tu dis que c'est un miracle? C'est... Parce qu'on a pris deux connexions différentes. Oui. On prend deux connexions différentes. Si on prend deux connexions différentes, le changement de carte n'a pas d'application linéaire tangente. Donc au sens de Riemann classique, ce ne serait pas un bon changement de carte, alors que par contre, ça conserve les fonctions des infinis. Ce qui est donc un indice que c'est bien la bonne notion. Quelle que soit la connexion compatible avec la métrique, les cartes du taux seront d infini équivalents, c'est-à-dire que le changement de phi sera que si f est d infini, f on phi est d infini. Alors, on va maintenant donner la définition d'une variété stochastique. Parce que bon, je pense que vous avez fait ça quand même depuis longtemps. Donc on a V qui est un ensemble. Alors, on prend deux parties. Alors, on a des parties de A qui va s'envoyer dans un binaire 1. On a une partie B qui va s'envoyer dans un binaire 2. Alors, je fais le petit dessin. A, B, W1, W2, par l'application petit a et par l'application petit b. Le A et le B, c'est des parties de B? Oui, en fait, le grand A et le grand B sont des parties de B, exactement.
et chacune des parties va s'envoyer dans le binaire. Et on a une bijection entre les images de A inter B. Les différentes images de A inter B sont en bijection. Alors, la bijection conserve la mesure à densité près. La mesure à quoi? À densité près. Ça veut dire que la mesure image va être la mesure de l'ensemble d'arrivée multipliée par une densité. C'est ça, dans les deux sens. Et d'autre part, si on a une fonction qui est, et d'autre part, quel que soit epsilon, il existe une partie C inclus dans A inter B, telle que A de C et A de inter B, deux mesures plus petites que epsilon. Et dans ce cas-là, si on a F appartient à B infini d'oméga, Plus petite ou plus grande? plus grande, plus petite, voilà. Et peut-être que si F appartient à B infini de oméga 1, voilà, on renvoie par A-1 F rond. Alors si on fait F rond A, on fait la restriction à C de F rond A, on la reprojette sur W2 et on a une extension de l'infini. Il existe une extension de l'infini, pas forcément unique. Mais par contre, le C choisi ne dépend pas de la fonction. En gros, on a quelque chose qui est restriction et extension. Donc, ça veut dire que on prend la restriction de F rond A à C, on fait B-1 rond cette restriction, on obtient une fonction définie sur une partie de W2 qui admet une extension de l'infini. Quand on peut faire ça dans tous les deux sens, on a un changement de carte. Et quand on ne peut faire ça que dans un sens, on aura un B-infinimorphisme. Donc on pourra ainsi définir des B-infinimorphismes entre des variétés stochastiques. Et deux atlas seront dits compatibles si en munissant la variété de la classe 1 et de la classe 2 et en mettant l'identité, ça donne un B-infini isomorphisme. Donc ça, c'est la définition de la variété stochastique. Maintenant, revenons au changement de carte qui se passe quand on a deux cartes d'Ito différentes. Carte d'Ito 1 et carte d'Ito 2. À une densité près, drift. En fait, quand on met une densité par rapport à une mesure brownienne, ça revient à lui donner une sorte de force qu'on exerce sur la particule. C'est à peu près équivalent de mettre une densité ou de mettre ce qu'on appelle un drift. Alors, à drift près, on va supposer que les mesures associées aux deux connexions sont les mêmes. On a une transformation qui, A, BT, associe un U oméga T dBs, intégrale de 0 à T. Alors B peut être vectoriel. BT, c'est quoi? Alors BT, c'est tout simplement le mouvement brownien. Oui. En fait, mouvement brownien à n composantes. Bs est un mouvement brownien à n composantes. U est un opérateur unitaire adapté. Et U est une matrice unitaire adaptée. Voilà. U est un processus adapté à valeur dans les matrices unitaires et à valeur dans le groupe orthogonal. Eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer?
on a donc une transformation de ce type-là. Alors, une transformation qui a BT associe intégrale de 0 à 1, de 0 à t de U de S et ds, du fait que l'opérateur est unitaire, conserve la loi. C'est une opération qui conserve la loi, mais pas forcément bijective. Exemple, à B1t, B2 t, on va associer par U, ça va être par exemple U de t, B1 carré plus B2 carré, B2 carré, moins B2, et B1. Donc on peut avoir des cas où ça conserve la loi, mais ça ne donne pas une bijection. C'est-à-dire que le morphisme de transformation associé à ça sera non bijectif. Alors, est-ce qu'une transformation au moins BT UDD induit-elle un D infini morphisme? Alors, ça se fait, c'est-à-dire qu'on remplace le BT par cette intégrale-là. Alors, la réponse, oui, si U adapté et D infini eulérien de rapport strictement plus grand qu'un nu. Alors, on dira qu'une fonction est alpha eulérienne, ça veut dire n plus h borné. Ça, c'est alpha eulérienne. Et donc, sinon là, c'est que ça reste uniformément D infini. Donc là, la réponse est oui. Alors, pour démontrer ça, on utilise les intégrales de Russell-Valois. Alors, l'intégrale de Russell-Valois, je vais caricaturer. On a une intégrale de f g'. Mais g' n'est pas bien définie. Par exemple, on a f et g'. Mais g' n'est pas bien défini parce que g' serait distributionnel. Dans ce cas-là, si les choses se passent bien, ça va être intégrale de f dérivé un demi-fois fois g dérivé un demi-fois. Donc l'idée de l'intégrale de Russell-Valois, c'est d'utiliser une forme d'intégration par partie avec dérivation fractionnaire. Le problème, c'est que les chemins sur une variété et le U associé n'entrent pas dans ce cadre-là. Alors, autre cas, maintenant, on suppose qu'on a A, opérateur antisymétrique. On a A oméga T, processus à valeur dans les opérateurs antisymétriques. Dans ce cas-là, l'application qui a H va associer A oméga S H' de SDS. Si ça envoie les D infinis champs vecteurs dans des D infinis champs vecteurs, on va appeler ça grand A à bout de langage. L'application qui a F associerait la divergence de A fois le gradient est une dérivation. On va noter delta de A. Dans ce cas-là, si on a le processus U, on va définir l'opérateur qui a... Donc ça,
delta de A de F. Exactement, delta indice A de F, exactement. Donc si on a un processus U, on aura une application PU qui a A va associer. U-1 delta A de U plus A. Il s'avère que quand c'est unitaire, PU envoie, quand U unitaire adapté, P de U envoie des A antisymétriques adaptés dans des antisymétriques adaptés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire processus adapté à valeur dans les matrices antisymétriques. Voilà. Et si PU est inversible, topologiquement, alors on peut le démontrer pour des eulérianités de rapport plus grands que 1/4. Pour des quoi, Pour des eulérianités de U plus grandes que 1/4. Et là, on utilise pour ça une interpolation entre Skorodd et Russo-Valois. Alors, il s'avère que cette condition est très difficile à vérifier. Donc, pour vérifier que le changement de carte pour deux quarts d'Ito est bien V infini, changement de carte, Ito 1, Ito 2, on va utiliser des équations différentielles stochastiques. Alors c'est là que va se poser un problème. En fait, le U, une fois que l'on a ça, la question qui se pose, maintenant qu'on a la décision de variété stochastique qui généralise les variétés classiques, peut-on généraliser la notion de variété riemannienne? Alors, supposons qu'on ait R puissance grand N. L'espace de Cameron-Martin a bien un produit scalaire. Mais le Cameron-Martin, un produit scalaire. Mais le CM n'est pas un invariant. L'espace de Cameron-Martin n'est pas un DFI invariant. Alors, question, peut-on étendre le produit scalaire à l'ensemble des dérivations? Alors, peut-on étendre le produit scalaire aux dérivations? Ben, la réponse est non. Si on regarde une dérivation, par exemple, qui peut être somme des xi d sur dy moins yi d sur xi, on obtient bien une dérivation, mais en généralisant le produit scalaire, le carré scalaire infini. Donc, ça ne marche pas. Donc, l'idée, c'est de définir le produit scalaire, non pas sur der, mais sur der star. Le d infini dual des dérivations, qui sont les informes différentielles. Dans ce cas-là, si on prend UI base de Cameron-Martin, oméga élément de der star, on montre que
somme des oméga UI au carré, strictement plus petit que plus l'infini, presque sûrement. En fait, on a même mieux, on obtient un plongement dans les deux sens, où on a der star inclus qui va se plonger dans Cameron-Martin, qui va se plonger dans der. Alors le plongement, tout simplement, c'est à oméga, on associe somme des oméga UI. Et le plongement dans der, tout champ de vecteur, induit une dérivation. Par la dérivée de gâteau. Donc l'idée en fait, c'est de définir la forme quadratique. Je n'ai pas compris ce que tu as dit à la fin. Tu as W qui va à... Alors oméga va s'envoyer dans le champ de vecteur, Oui. et le champ de vecteur s'envoie dans les dérivations. Par quoi tu as dit? Par la dérivée de gâteau. Ben, si on a un champ de vecteur C'est quoi la U, dérivée de gâteau? U.f en x, voilà, Ah oui, oui. et on obtient une dérivation. C'est en fait, tu redémontres la formule de dérivée d'un produit. D'accord. Voilà. Donc en fait, l'idée est donc, si on veut généraliser la notion de variété riemannienne, c'est de définir la forme quadratique non pas sur l'espace tangent, mais sur l'espace cotangent. C'est-à-dire qu'on aura la forme bilinéaire symétrique psi, telle que psi de oméga supérieur ou égal à 0, psi de oméga égale 0, si et seulement si oméga égale 0, et psi de oméga prime appartient à l'infini. On obtient ainsi la définition de la forme quadratique. Il s'avère que sur C01 de R puissance n, cela marche. Alors, ça marche sur C01 de R puissance petit n. Quelle question avez-vous envie de poser? Sur quoi d'autre on aurait envie que ça marche? Sur C2R dans Zerel. Ça, c'est encore une autre question. Mais tout simplement, on aurait envie. Exactement, voilà, c'est ça. Voilà. On aurait envie que ça marche sur le C0 des variétés. Alors, la première chose qu'on va déjà regarder, on va s'intéresser au Cameron-Martin naturel, chemin sur variété. Alors déjà, la première chose qu'on va regarder, est-ce que le Cameron-Martin naturel sur une variété, le Cameron-Martin naturel des chemins sur une variété, est-il constitué de dérivations? Alors en fait, on a montré un théorème suivant. Le CM naturel, chemin sur une variété, de base, est inclus dans dérivation si et seulement si la connexion sur la variété de base vérifie les conditions de driver. Alors, Driver avait établi ces types de conditions quand il s'était intéressé au chemin sur un groupe de Lie compact. Donc, Driver s'était intéressé à un chemin
sur groupe joli compact. Ben, quand on a une connexion, on a des champs de vecteurs, on a nabla x moins le crochet, c'est-à-dire l'anticommutant des dérivations associées, est égal à un tenseur T de y. Et en fait, condition de driver, si phi forme bilinéaire sur la variété, on a tout simplement phi txy, y égale 0, quel que soit x, quel que soit y, associé à la matrice. Et dans ce cas, la même construction que sur C01 de R puissance n marche. Et alors, nous obtenons également une chose intéressante. Étant donné qu'on a maintenant défini une métrique sur une variété stochastique, la métrique la courbure peut nous donner des informations. Alors, pour que ce soit une courbure, on peut toujours construire une connexion de courbure nulle si on autorise la torsion à prendre n'importe quelle valeur. Donc si t égale 0, la connexion est dite de Lévi-Cuitin. Alors qu'est-ce qui va se passer? On a der star qui s'injecte dans der image par l'image d0. Donc on a des dérivations. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Si on a la forme quadratique QVW, on fera Q de nabla UVW va être égal à U, on dérive par rapport à U de QVW, plus on dérive par rapport à V QUW, 1 demi, moins 1 demi de la dérivation par rapport à W, UV, plus terme avec crochet. Et là, on montre quelque chose d'intéressant. C'est que nabla UV est bien défini dans le cas de Lévi-Civita, puisqu'on va de D0, 3D0, à valeur dans des dérivations. Alors par contre, si on veut définir la courbure, on a des termes Q qui peuvent être égales à plus infini. Alors, une chose intéressante, c'est que même si on obtient une courbure infinie, en faisant varier la forme quadratique de sorte qu'elle s'étend, mais de façon légère, c'est-à-dire de façon que la différence s'étend à toutes les dérivations, on obtient une différence entre les deux courbures qui est finie, bien que les deux courbures soient affinies. Donc là, on vient de montrer ce qu'on a pu faire. Alors maintenant, une question qu'on peut se poser, est-ce qu'il existe des variétés stochastiques qui ne s'identifient pas par une seule carte au chemin de C01 dans R puissance petit m? Alors on a un exemple qui est relativement trivial, on prend une variété stochastique et on fait le produit avec une variété classique. Ça reste une variété stochastique, mais bon, s'il n'y avait que ça, ce ne serait pas très intéressant. Donc, je vais proposer ceci. On considère une variété V compacte. C'est infini. On considère les couples oméga chemin
et Q, donc oméga chemin, et Q forme la métrique, avec, que l'on va quotienter par la relation d'équivalence suivante. Oméga 1 Q1 équivalent à oméga 2 Q2, si et seulement si Q1 égale Q2, si et seulement si oméga 1 égale oméga 2, et Q1 égale Q2 sur un voisinage tubulaire, et AQ fixé, les quarts sont les quarts du taux. On a appelé ce type de variété stochastique le monstre, parce que c'est assez monstrueux. Donc, ça va laisser quelques questions ouvertes. Par exemple, une fois qu'on a les dérivations, est-ce qu'un produit infini de variété stochastique va pouvoir avoir naturellement une structure de variété stochastique? Peut-on faire avec des browniens à temps multiples, c'est-à-dire qu'on aurait plusieurs temps, ce qu'on a fait avec le brownien à un seul temps? Et plus généralement, on a la question suivante. On a fait de C01 dans une variété. On a déjà de V dans 0,1, ça existe déjà, c'est ce qu'on appelle les champs browniens. Existe-t-il une façon naturelle, quand on a par exemple une variété W qui est un fibré de base V, peut-on munir les sections de fibrés d'une structure de variété stochastique?